C'est une image gravée dans la mémoire collective. Une image glacée sur papier brillant, celle de la perfection absolue. Une femme à la beauté irréelle, blonde, froide et pourtant brûlante, saluant la foule depuis un balcon de marbre. À ses côtés, un prince en uniforme, le regard fier. Ensemble, ils incarnaient le triomphe de l'amour sur les frontières, le mariage de l'Amérique et de la vieille Europe, la fusion d'Hollywood et de la royauté. Grace Kelly et le prince régné III. Pour vous, pour vos parents, pour l'histoire, ils sont le conte de fées du siècle. Mais si je vous disais que ce conte de fées était, dès le premier jour, une prison dorée dont les barreaux étaient faits de diamants et de protocoles? Si je vous disais que derrière les sourires de façade, minutieusement orchestrés pour les photographes du monde entier, se cachaient des larmes avalées, des trahisons silencieuses, et une solitude si vertigineuse qu'elle en devenait physique? Imaginez un instant. Vous êtes au sommet du monde. Des millions de personnes vous envient. Et pourtant, le soir, lorsque les lourdes portes du palais se referment, vous vous sentez plus seul que le dernier des anonymes. C'est le paradoxe terrifiant de la vie de Grace Kelly. Mais ce qui nous glace le sang aujourd'hui, ce n'est pas seulement la souffrance muette de la princesse. C'est ce que le prince régné a emporté avec lui, presque jusqu'à son dernier souffle. Il a fallu attendre le crépuscule de sa vie, alors qu'il n'était plus qu'un vieil homme usé par le chagrin, la cigarette et le poids de la couronne, pour que la vérité commence à fissurer le marbre de la légende. Une vérité sur la nature de leur mariage, sur les raisons sordides de leur union, et sur ce regret dévastateur qui a hanté ses nuits jusqu'à la fin. Restez bien avec moi. Car dans les minutes qui suivent, nous allons déconstruire le mythe, pierre par pierre. Nous allons entrer dans l'intimité d'un couple déchiré entre la raison d'État et la fragilité humaine. Nous allons découvrir pourquoi Grace Kelly, la femme qui avait tout, a failli tout abandonner pour fuir ce rocher qui l'étouffait. Et surtout, nous allons révéler cette confession ultime de régner, cet aveu tardif qui change absolument tout sur la tragédie des Grimaldi. Préparez-vous. Ce que vous allez entendre va changer à jamais votre regard sur la principauté. Mais avant de plonger dans les eaux troubles de la Méditerranée et les secrets d'alcôve, permettez-moi une simple question, d'humain à humain. Pensez-vous que le devoir justifie de sacrifier son propre bonheur? C'est une question difficile, n'est-ce pas? Si cette histoire et ses destins brisés vous touchent, je vous invite chaleureusement, et avec beaucoup d'humilité, à laisser un petit j'aime sur cette vidéo. C'est un geste simple, gratuit, qui prend une seconde, mais pour nous, c'est le signe précieux que ce travail de mémoire résonne en vous. Merci infiniment à ceux qui prendront ce temps. Pour comprendre le drame, il faut oublier la romance un instant. Il faut éteindre les projecteurs et regarder la carte géographique avec froideur. Nous sommes au début des années 50. Monaco n'est pas encore ce paradis fiscal glamour, saturé de supercars et de tours de verre que vous connaissez aujourd'hui. C'est un petit territoire un peu fané, un peu vieillot, qui sent la naphtaline et l'ennui. Et surtout, c'est un territoire en danger de mort. Le prince régné III est monté sur le trône, mais son trône vacille dangereusement. La France, voisine puissante et parfois encombrante, perd patience. Il y a des tensions fiscales énormes. Le général de Gaulle, qui ne plaisante pas avec l'autorité de l'État, menace purement et simplement de couper l'eau et l'électricité, voire d'annexer Monaco si le rocher ne rentre pas dans le rang. Imaginez la pression écrasante sur les épaules de ce jeune prince. Il ne joue pas seulement pour sa couronne, il joue pour l'existence même de son pays, pour l'héritage de 7 siècles d'histoire. C'est là qu'entre en scène un personnage de l'ombre, un homme que l'on oublie trop souvent dans cette équation romantique, Aristote Onassis. Le richissime armateur grec, qui possède une grande partie de la société des bains de mer et contrôle l'économie locale, a une vision très cynique, très business de la situation. Il voit Monaco comme une entreprise en faillite qu'il faut relancer. Il glisse un conseil à l'oreille de Régnier. Un conseil qui va sceller le destin de Grèce bien avant qu'elle ne sache où placer Monaco sur une carte. Il lui dit en substance, « Monseigneur, pour sauver la principauté, la politique ne suffira pas. Il vous faut plus. Il vous faut du glamour. Il vous faut l'Amérique. Il vous faut une star. » L'idée est brutale, mais géniale. Un mariage avec une icône américaine ferait affluer les touristes et les dollars, rendant Monaco intouchable. Onassis avait d'abord pensé à Marilyn Monroe. Vous imaginez? Marilyn en princesse de Monaco? L'histoire aurait été sans doute encore plus tragique, mais Marilyn, avec son image de bombe sexuelle instable, ne convenait pas au protocole rigide et catholique de la cour. Non, il fallait de la classe. Il fallait de la glace et du feu. Il fallait Grace Kelly. À cet instant précis, comprenez bien ceci, Grace n'est pas une femme à aimer. Elle est une cible marketing. Elle est la solution à un problème géopolitique. Et c'est là, dans cette jeunesse calculée, que réside la première fissure, la blessure originelle de ce conte de fées. De l'autre côté de l'Atlantique, qui est Grace Kelly? Elle est l'actrice la plus en vue de sa génération. Oscarisée, muse d'Alfred Hitchcock,
elle incarne l'élégance froide, la distinction suprême. Mais à l'intérieur? À l'intérieur, c'est une jeune femme vulnérable qui cherche désespérément quelque chose qu'aucun Oscar, qu'aucun applaudissement ne peut lui donner, la validation de son père. Jack Kelly, son père, est un homme dur, un riche entrepreneur qui s'est fait tout seul, un champion olympique d'aviron au caractère d'acier. Pour lui, être actrice, c'est être une saltimbanque. C'est un peu au-dessus de la prostitution, comme on pouvait le penser dans certains milieux conservateurs de l'époque. Grace a beau être la reine d'Hollywood, pour son père, elle n'est jamais assez bien. Elle court après une reconnaissance impossible. Elle cherche un rôle, le rôle ultime, qui fera enfin dire à ce père tyrannique, « Je suis fier de toi ». Et quel rôle plus prestigieux, plus inattaquable, que celui de princesse? Le destin, ou plutôt les manigances habiles des studios et des conseillers, les réunit en 1955. Grace est au Festival de Cannes. Le magazine Paris Match organise une rencontre. C'est censé être une simple séance photo-promotionnelle. Mais saviez-vous que cette rencontre a failli ne jamais avoir lieu? C'est une anecdote incroyable qui montre à quel point le destin tient à un fil. Ce jour-là, une grève massive de l'électricité frappe la Côte d'Azur. Grace, dans sa chambre d'hôtel, est furieuse. Elle ne peut pas se sécher les cheveux, elle ne peut pas repasser sa robe en taffetas. Elle trouve cela ridicule de faire 2 heures de route sur des routes sinueuses pour aller serrer la main d'un prince qu'elle ne connaît pas. Elle veut annuler. C'est son attaché de presse qui insiste, qui la supplie presque. Elle enfile une robe à fleurs un peu froissée, la seule qui ne nécessite pas de repassage, attache ses cheveux encore humides en un chignon strict, et part, de mauvaise humeur, vers son destin. Quand elle arrive au palais, Régnier est en retard. Elle attend. Elle piétine dans les salons vides. Elle visite les jardins pour passer le temps. Et puis, il arrive. Il y a une alchimie, c'est indéniable, il faut le reconnaître. Régnier est charmant, timide, loin de l'image du playboy arrogant qu'on lui prête parfois. Il lui montre ses tigres dans sa ménagerie privée. C'est exotique, c'est étrange, c'est inattendu. Grace est séduite, non pas par le prince en titre, mais par l'homme calme et un peu triste, un peu solitaire, qu'elle devine sous l'uniforme. Elle voit en lui une âme sœur, quelqu'un qui porte, comme elle, le poids des attentes des autres. Mais ne nous y trompons pas. Ce qui suit ressemble plus à une fusion-acquisition d'entreprise qu'à une passion dévorante et irraisonnée. Après cette rencontre, une correspondance s'installe. Des lettres, beaucoup de lettres. Mais très vite, la machine s'emballe. Le père de Grace, Jack Kelly, voilà l'opportunité ultime de revanche sociale. Avoir une fille Altesse Sérénissime? C'est le Graal absolu pour cet Irlando-américain que la haute société protestante de Philadelphie a toujours regardé de haut. Mais il y a un prix à payer. Et c'est ici que l'histoire devient sordide, un détail humiliant que l'on omet souvent dans les documentaires qui veulent vous vendre du rêve. Avant même que les fiançailles ne soient officielles, Grace doit subir un examen médical intrusif et humiliant. La raison? S'assurer qu'elle est fertile. Monaco a besoin d'un héritier. C'est une question de survie nationale. Sans héritier, le traité avec la France stipule que le rocher perd sa souveraineté et redevient français. Grace n'est pas seulement une femme, elle est un ventre potentiel. Elle doit prouver qu'elle peut enfanter avant même de pouvoir aimer. Imaginez l'humiliation pour cette star mondiale, habituée au respect, traitée soudainement comme une poulinière de luxe dont on vérifie la santé avant l'achat. Elle accepte. Pourquoi? Parce qu'elle est conditionnée à obéir, à être la fille parfaite, à jouer le rôle qu'on attend d'elle. Ensuite, il y a la question de l'argent. Le prince, malgré ses titres, est à court de liquidités. Le père de Grace doit verser une dot. Oui, vous avez bien entendu, une dot en plein milieu du XXe siècle. 2 millions de dollars de l'époque. Une fortune colossale. Grace paie littéralement pour avoir le droit de devenir princesse. C'est le prix de son entrée dans la cage dorée. Et elle quitte tout. Elle rompt son contrat avec la MGM. Elle dit adieu à Hitchcock qui est dévasté de perdre sa muse. Elle dit adieu à sa liberté de femme moderne. Elle monte sur un paquebot, le Constitution, avec ses caniches, ses malles remplis de couture et ses rêves, direction Monaco. La traversée est joyeuse, pleine d'espoir. Mais à l'arrivée, la réalité la frappe de plein fouet. Le mariage. On l'a appelé le mariage du siècle. En réalité, Grace, avec sa lucidité habituelle, l'a appelé plus tard le carnaval du siècle. C'est un chaos indescriptible. 1800 journalistes envahissent le petit territoire qui n'est pas prêt pour une telle invasion. La chaleur est suffocante. Sous les projecteurs de la MGM qui filment la cérémonie comme un plateau de cinéma, c'était une partie du deal pour rompre son contrat, Grace étouffe. Sa robe, magnifique chef-d'œuvre de dentelle et de perles, est une étuve. On raconte que durant la cérémonie religieuse, Régnier était si tendu, si anxieux qu'il ne l'a presque pas regardé. Il transpirait, il était nerveux. Grace, elle, était pâle, presque absente,
comme détachée de son propre corps. Ce jour-là, devant 30 millions de téléspectateurs fascinés, Grace Kelly est morte symboliquement. La princesse Grace est née. C'est un moment charnière. Si vous ressentez de l'empathie pour cette femme qui a tout donné, tout sacrifié par devoir et par quête d'amour, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Nous explorons chaque semaine les destins brisés et les vérités cachées derrière les paillettes. Votre soutien est notre plus belle récompense et nous aide à continuer ces enquêtes. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent maintenant. Le lendemain des festivités, le silence retombe sur le palais. Et quel palais? Ce n'est pas une maison chaleureuse. C'est une forteresse médiévale, humide, pleine de courants d'air, figée dans le temps. Le personnel, fidèle à la mère de Régnier, la redoutable et excentrique princesse Charlotte, regarde cette Américaine avec méfiance. Elle est l'actrice. Elle ne parle pas bien français. Elle ne connaît pas le protocole rigide de la cour monégasque qui est, paradoxalement, encore plus strict, plus archaïque que celui de la cour d'Angleterre. Grace se retrouve seule. Régnier est occupé. Il doit gérer son pays, ses affaires, ses projets immobiliers. Il rentre tard. Il est souvent fatigué, irritable. L'homme charmant des jardins se révèle être un monarque autoritaire, habitué à ce qu'on lui obéisse au doigt et à l'œil, un homme qui ne partage pas le pouvoir. C'est le début de la grande désillusion. Vous savez, on idéalise souvent la vie de château. Mais essayez d'imaginer concrètement, vous ne pouvez pas sortir sans escorte. Vous ne pouvez pas choisir vos amis. Vous ne pouvez pas exprimer une opinion politique sans créer un incident diplomatique. Même vos vêtements, votre coiffure, sont scrutés et critiqués. Grace, qui était une femme moderne, indépendante, qui vivait seule à New York et gérait sa carrière, se retrouve infantilisée. Elle confiera plus tard à un ami proche cette phrase terrible: « J'ai l'impression d'être une actrice qui joue un rôle dans un film qui ne finit jamais. Sauf qu'il n'y a pas de pause déjeuner, pas de script clair, et que je ne peux pas rentrer chez moi le soir pour redevenir moi-même. » Le temps passe. Les enfants arrivent. Caroline, puis Albert. La naissance d'Albert est un soulagement national, salué par des coups de canon. L'héritier est là. Monaco est sauvé, l'annexion française est évitée. Grace a rempli sa part du contrat biologique. Mais à quel prix pour son âme? C'est ici que nous abordons la partie la plus sombre, celle que Régnier a longtemps gardée secrète, celle qui pèsera sur sa conscience jusqu'à la fin. La dépression de Grace. La mort de l'artiste. Au début des années 60, Alfred Hitchcock, qui ne l'a jamais oubliée et qui considère qu'elle est la seule actrice capable d'incarner ses héroïnes complexes, tente un coup de poker. Il lui envoie un scénario. Pas de printemps pour Marnie. Le rôle est complexe, psychologique, fascinant, une femme kleptomane, traumatisée. Grace le lit. Elle vibre. L'actrice en elle, qu'elle croyait endormie, se réveille avec une force inouïe. Elle veut le faire. Elle doit le faire pour ne pas devenir folle entre les murs froids du palais. Elle a besoin de créer, d'exister par elle-même. Régnier, dans un premier temps, hésite. Il voit bien que sa femme s'étiole, qu'elle perd sa lumière. Il l'aime, à sa manière. Il dit oui, du bout des lèvres. Mais quand la nouvelle fuite dans la presse, c'est le tollé général. Les monégasques sont choqués. Notre princesse, jouer une voleuse? Une femme psychologiquement instable? Embrasser un autre homme à l'écran, même si c'est Sean Connery? Quelle honte! Le général de Gaulle, toujours lui, fait savoir diplomatiquement que ce serait très mal vu pour l'image de la souveraineté. Régnier, sous la pression de son peuple et de la politique, fait volte-face. Il interdit à Grace de faire le film. C'est le coup de grâce. Hitchcock est furieux, mais Grace est dévastée. Elle comprend ce jour-là, avec une certitude glaciale, qu'elle ne quittera plus jamais sa cage. Elle ne jouera plus jamais. Son art est mort. On raconte qu'elle a pleuré pendant une semaine entière, enfermée dans sa chambre, refusant de sortir, refusant de manger. Elle venait de faire le deuil de sa propre identité. C'est à ce moment-là que la dualité de leur couple devient toxique. Régnier veut une épouse traditionnelle, une mère, une représentante de l'État, une potiche de luxe. Grace veut exister, respirer, être humaine. Pour combler le vide béant, elle se lance dans l'humanitaire, la Croix-Rouge, la création de tableaux de fleurs séchées. Elle devient la maman du monde, la sainte laïque. Mais regardez bien. Regardez les photos de Grace Kelly dans les années 70. Elle est toujours belle, bien sûr, mais elle a changé. Elle a pris du poids, elle porte des lunettes, son sourire est bienveillant mais il ne monte plus jusqu'aux yeux. Elle a cette mélancolie douce et terrible des oiseaux en cage qui ont oublié comment voler, qui ont accepté que le ciel n'était plus pour eux. Et le couple? Que reste-t-il de l'amour? Les rumeurs disent vrai, malheureusement. Régnier n'était pas un saint. Il s'ennuyait vite. Il avait besoin de conquête pour rassurer sa virilité face à cette femme qui était, il faut bien le dire, infiniment plus célèbre et aimée que lui. Car c'est là le drame de l'ego masculin de l'époque,
Régnier était le prince régnant, mais Grace était la star. Partout où ils allaient, à Paris, à New York, les foules criaient Grace. Grace, et lui n'était que l'homme en costume à côté d'elle. Il en a souffert. Et il le lui a fait payer par des silences, des froideurs, des absences répétées, des humiliations subtiles. On parle de maîtresse. De femme de passage. Grace savait. Tout Monaco savait. Elle fermait les yeux, dignement. Un prince doit avoir ses distractions, aurait-elle dit un jour avec une amertume terrible à sa coiffeuse. Elle a choisi de souffrir en silence pour préserver l'apparence, pour ses enfants. Mais Grace elle-même? A-t-elle cherché du réconfort ailleurs? Certains biographes l'affirment. Dans cette solitude glacée, on murmure le nom de Frank Sinatra, un vieil ami fidèle. On murmure le nom de jeunes hommes, des flirts innocents, peut-être platoniques, juste pour se sentir encore femme, encore désirée, et pas seulement vénérée comme une icône religieuse intouchable. La solitude de Grace à la fin des années 70 est palpable, presque étouffante. Ses enfants grandissent et se rebellent violemment. Caroline, l'aînée, est une tornade. Elle veut vivre vite, elle enchaîne les scandales, épouse un playboy plus âgé, Philippe Junot, contre l'avis de ses parents. Grace est horrifiée. Elle voit sa fille commettre les mêmes erreurs qu'elle, chercher l'amour trop vite, mais avec une liberté qu'elle-même n'a jamais eue. Stéphanie, la Benjamine, est l'enfant sauvage, indomptable, l'enfant terrible. Grace se sent dépassée, inutile. Elle boit un peu trop le soir, du champagne, du vin, pour engourdir la tristesse. Elle se confie à ses rares amis américains de passage. Elle parle de divorcer. Oui, le mot tabou est lâché. Elle a acheté un appartement à Paris, avenue Foch. Elle y passe de plus en plus de temps. Elle veut fuir Monaco, cette ville qui l'observe constamment, où chaque commerçant rapporte ses faits et gestes. Elle rêve d'une vie simple, d'anonymat. Mais le destin, cruel, a d'autres plans. Nous arrivons maintenant au tournant fatidique. Septembre 1982. L'atmosphère au palais est électrique, tendue. Une dispute éclate entre Grace et Stéphanie. C'est banal, une histoire de mère et de fille ado, une histoire d'avenir, d'école. Mais Grace est fatiguée. Elle a des maux de tête constants, elle est à bout de nerfs. Le 13 septembre. Grace décide de conduire elle-même sa Rover 3500 pour rentrer de la ferme familiale de Rock-à-Gel vers le palais. Elle ne conduit presque jamais, elle n'aime pas ça. Le chauffeur propose, insiste même pour les emmener. Elle refuse. Elle dit qu'il y a des robes, des housses de vêtements sur la banquette arrière et qu'il n'y a pas de place pour 3 personnes. C'est un détail dérisoire, n'est-ce pas? Des robes? C'est à cause de quelques robes posées sur une banquette que le destin a basculé. La route est sinueuse, dangereuse. C'est la même route, ironie tragique du sort, que celle où elle avait tourné une scène culte de La main au collet avec Cary Grant, 25 ans plus tôt. Dans le film, elle conduisait vite, cheveux au vent, pour effrayer le héros. Dans la réalité, la voiture rate le virage du coude du diable. Il n'y a pas de trace de freinage. La voiture traverse le muret de pierre. Elle fait une chute vertigineuse de 40 mètres dans le vide, s'écrasant avec un bruit de tonnerre dans un jardin en contrebas. Le silence après le fracas est assourdissant. Les secours arrivent. C'est la confusion totale. On ne sait pas qui conduisait. Stéphanie, blessée mais vivante, sort par la portière conducteur parce que l'autre est bloqué ou ce détail alimentera des rumeurs cruelles et fausses pendant des décennies, accusant l'adolescente d'avoir tué sa mère. Grace est inconsciente, brisée. Au palais, Régnier est prévenu. Il pâlit. Son monde s'effondre en une seconde. À l'hôpital, le verdict tombe, implacable. Grace est en état de mort cérébrale. Elle a fait un petit accident vasculaire cérébral au volant, c'est ce qui lui a fait perdre le contrôle. Ce n'était pas la vitesse. Ce n'était pas une dispute. C'était son cerveau, fatigué par tant d'années de pression, de migraine, de tristesse contenue, qui a lâché une fraction de seconde. Juste assez pour que tout s'arrête. Régnier doit prendre la décision la plus terrible qu'un homme puisse prendre. Débrancher la femme qu'il a épousée 26 ans plus tôt. La mère de ses enfants. Le 14 septembre 1982, Grace Kelly s'éteint. Et avec elle, une certaine idée de Monaco, une certaine idée de la grâce, disparaît à jamais. Lors des funérailles, Régnier est un spectre. Il marche derrière le cercueil, soutenu par une Caroline en larmes, cachée sous une voilette noire. Il ne regarde rien. Il est voûté, brisé, vieilli de 10 ans en une journée. C'est l'image d'un homme qui réalise, trop tard, terriblement trop tard, la valeur inestimable de ce qu'il vient de perdre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. C'est maintenant que nous touchons au cœur brûlant de notre sujet. C'est maintenant que la vérité émerge, celle que l'on a cachée pendant 20 ans. Après la mort de Grace, Régnier a vécu encore 23 ans. 23 longues années de solitude absolue. Il ne s'est jamais remarié. Il n'a jamais refait sa vie.
Il a transformé Monaco, l'a bétonné, l'a enrichi, a gagné des terrains sur la mer, mais il a perdu son âme. Il est devenu le prince bâtisseur, un homme d'affaires froid, triste, enfermé dans son palais devenu mausolée. Vers la fin de sa vie, alors que sa santé déclinait, que son cœur fatigué battait ses derniers rythmes, régner s'est ouvert. Pas publiquement, pas dans un grand discours télévisé, mais à ses proches, à ses biographes, dans l'intimité du soir. Il a avoué la vérité choquante. Cette vérité, c'est le regret. Un regret immense, corrosif. Il a admis qu'il avait volé la vie de Grèce. Il a reconnu que le rôle qu'il lui avait imposé était trop lourd pour une seule femme. Il a confessé qu'il savait, au fond de lui, qu'elle n'avait jamais été totalement heureuse à Monaco. Qu'elle s'était fanée comme une fleur privée de soleil. Il a dit un jour ces mots terribles, d'une lucidité foudroyante, « J'ai aimé la femme, mais j'ai peut-être trop aimé la princesse qu'elle représentait pour mon pays. J'ai laissé la fonction dévorer la personne. » Il a réalisé que son obsession pour la survie de Monaco, pour la dynastie, avait écrasé la spontanéité, la joie et le talent de l'une des femmes les plus extraordinaires du XXe siècle. Il portait la culpabilité de l'avoir enfermée. De lui avoir refusé Marny. D'avoir laissé les protocoles étouffer son rire éclatant. D'avoir cru que le titre d'altesse suffisait à combler un cœur humain. C'est là, la véritable tragédie des Grimaldi. Ce n'est pas une malédiction de sorcière médiévale comme le veut la légende. C'est la malédiction du devoir qui broie l'humain. C'est l'histoire d'un homme qui a mis une couronne au-dessus de l'amour, et qui a passé le reste de sa vie à regarder la place vide à côté de lui. Régnier est mort en 2005. Il a demandé à être enterré aux côtés de Grèce. Aujourd'hui, ils reposent ensemble dans la cathédrale, sous la pierre froide. Enfin égaux. Enfin tranquilles. Enfin réunis sans protocole. Alors, quand vous regarderez à nouveau ces photos glamour des années 50, ne voyez pas seulement le conte de fées. Voyez le sacrifice. Voyez le courage immense d'une femme qui a tenu bon, jour après jour, sourire après sourire, alors que son cœur saignait en silence. Et voyez la rédemption tardive, douloureuse, d'un prince qui a appris, dans la brûlure de l'absence, que l'amour ne suffit pas toujours à sauver ceux qu'on aime de leur propre destin, ni d'une autre. Quelle histoire bouleversante! Cela nous rappelle brutalement que derrière chaque image publique, derrière chaque sourire de magazine, il y a une réalité complexe, faite de choix impossibles, de douleurs secrètes et de regrets silencieux. Et vous, à sa place, auriez-vous tout quitté par amour ou seriez-vous resté par devoir? C'est une question qui mérite réflexion, et qui résonne en chacun de nous. Dites-le nous dans les commentaires, votre avis nous intéresse énormément et nous lisons chacun de vos messages avec attention. Merci infiniment, du fond du cœur, de nous avoir rejoints pour ce voyage émotionnel dans l'intimité de cet homme complexe et de cette femme inoubliable. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait voir Monaco et la célébrité d'un autre œil, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la petite cloche. C'est le meilleur moyen de ne pas manquer nos prochains portraits, et croyez-moi, nous avons encore beaucoup de secrets fascinants à vous révéler. Nous serions honorés de vous compter parmi nous pour la prochaine aventure. Prenez soin de vous, chérissez vos proches tant qu'ils sont là, et à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de nous laisser un j'aime s'il vous plaît, cela aide énormément à faire connaître ces histoires. Au revoir.